monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. 30,5 milliards de francs CFA reçus des mains de l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne par le ministre de l'Économie et des Finances. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu ce mercredi 20 janvier 2021, ceci dans le cadre de l'atténuation des conséquences du coronavirus. Le 24 janvier 2021 est dédié aux festivités de la Journée mondiale de la culture africaine. À cet effet, les acteurs culturels ont animé une conférence de presse. Objectif, annoncer les couleurs des festivités. Le chantier de construction de la voie Kalavik-Bota-Wedo-Kokokodji a reçu ce mardi 19 janvier 2021 la visite du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Récomen. La délégation ministérielle est allée constater non seulement l'évolution des travaux, mais surtout régler les questions de sécurité routière sur le chantier. Voilà pour le sommet. Ce mercredi, en Conseil des ministres, on peut noter l'adoption du décret portant autorisation de transport d'hydrocarbures à la société West African Oil Pipeline d'exportation Niger-Bénin, l'adoption du décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale des transports terrestres et l'adoption du décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société des déchets de la salubrité urbaine dans le Grand Nokoué. Vous aurez plus de détails sur ces différentes décisions dans nos prochaines éditions. Le retrait des formulaires de parrainage pour la présidentielle de 2021 s'est poursuivi ce mercredi à la Sénat. Je vous invite à suivre le point de cette 7e journée de cette opération avec Elia Adjira. Au total, 6 parrains, dont 5 députés et un maire, ont foulé le pied du siège de la Commission électorale nationale autonome ce mercredi 20 janvier 2021 pour le compte de la 7e journée, entrant dans le cadre du retrait du formulaire de parrainage de l'élection présidentielle d'avril 2021. Une opération qui évolue lentement mais sûrement. Personnellement, je le dis, pour rester dans la logique de la réforme du système partisan, j'adresserai nécessairement, je donnerai mon parrainage à tout candidat qui appartient nécessairement à une formation politique. Il y a un minimum de candidats que les élus qui auront parrainé des personnes qui seront allées vers elles ou vers eux, ces élus-là seront sûrs de ce qu'ils ont pu bien orienter ceux qui leur ont donné leur confiance. Les potentiels parrains, très satisfaits du dispositif mis en place, nous livrent leurs impressions. C'est seulement maintenant que nous sommes en train de remplir notre devoir d'éclaireur, puisque un représentant du peuple est celui-là qui est censé diriger ces populations vers ce qui est bon. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être parrainé par un certain nombre d'élus, maires et députés. Donc je suis ici ce matin juste pour retirer mon formulaire de parrainage des candidats aux élections présidentielles 2021. Pour l'organisation mise en place ici, j'ai vu que tout est vraiment bien organisé. On a donc un personnel administratif très accueillant. Donc l'opération a été très vite faite. Donc je tiens sincèrement à remercier la Sénat. La Sénat a mis en place un dispositif sérieux, un dispositif responsable. Depuis l'accueil jusqu'à la prise de cette fiche, on peut faire le constat que pour une première expérience, la Sénat est restée en lien avec les aspirations de la loi et en lien avec la volonté des élus. Il faut rappeler que pour cette phase électorale, 159 élus maires et députés à l'Assemblée nationale sont concernés. À la fin de cette 7e journée de retrait de formulaire à la Sénat, l'assistant du président de l'institution nous fait le point. Le point de la journée, au total, nous avons délivré 6 formulaires de parrainage, dont 5 députés et puis un maire. Lorsque nous voulons faire le point global, c'est-à-dire du début jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 147 formulaires de parrainage délivrés.
soit un taux de l'ordre de 92%. Nous pouvons dire que la satisfaction, elle est totale parce que à la date d'aujourd'hui, il nous reste uniquement à délivrer que 12 formulaires de parrainage. Le président de l'association La Dynamique continue à l'une déclaration ce mardi au nom de ses militants. Il a remercié le président Patrice Talon d'avoir répondu oui à un second mandat. Il promet également toute la mobilisation derrière le chef de l'État. Suivez. L'association La Dynamique continue est fière d'avoir été parmi les apôtres de cet appel à poursuivre les œuvres de développement qui change et transforme positivement le visage de notre pays. Elle se fait le devoir de remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son sens d'écoute de ses compatriotes et s'engage à œuvrer de façon résolue pour la poursuite de la mission en cours de construction de notre pays. Fort de la légitimité que confère cette adhésion populaire, vécue dans chacune des 77 communes lors de la tournée de reddition de comptes, et de la légalité de cette deuxième candidature, conférée par le rejet de la réforme du mandat unique, le président Patrice Talon descend à l'arène à juste titre. Et la dynamique continue. Demandeur et précurseur de cette perspective, active déjà ce démembrement sur l'ensemble du territoire national. Nous voudrions, au moment de clore cette déclaration, lancer un appel à toute la classe politique et l'inviter à observer durant la période préélectorale qui s'ouvre dès maintenant des comportements responsables et constructifs en vue de la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et du développement harmonieux de notre commune patrie. Les populations de la commune de Sinandé sont satisfaites de la gouvernance du chef de l'État, une fermeté dans la gestion qui garantit aujourd'hui au Bénin une indépendance financière et une santé économique qui force l'admiration. Je vous invite à suivre le reportage d'Isaac Adji et de Boris Akissou après le passage de Patrice Talon dans la commune. Cette piste latéritique, tortueuse, rocailleuse et poussiéreuse, le père de la nation l'a bravée pour être en contact avec les populations de la commune de Sinandé. Tête couronnée, autorités religieuses et politico-administratives ont accueilli le chef de l'État dans la ferveur. Des jours après cette rencontre qui a permis à Patrice Talon de rendre compte de sa gestion, les souvenirs restent encore vivaces comme si c'était hier. Ce que nous pouvons retenir globalement, c'est son exhortation à aller au-delà de nos préoccupations à l'égard de la sauvegarde de la démocratie, la sauvegarde de la paix. Donc aller au-delà de tout ça pour aboutir à une trilogie qui devait également prendre en compte la bonne gouvernance. Ce qu'il a dit, encore qui a honoré nous les femmes, c'est le bitumage de notre voix. Ça nous a tellement pris. Lui-même, face à face, il est arrivé à nous clarifier les réactions qu'il a menées dans le pays. On a vu avec ces réactions que nous irons loin parce que le pays a changé. Le passage du chef de l'État dans la commune de Sinandé est venu corriger un sentiment de frustration latent. On était totalement frustrés parce qu'on s'est dit il ne peut pas quand même parcourir 60 communes et laisser Sinandé pour compte. Mais dès qu'il a repris son planning et il a pris Sinandé en compte, on était tous fiers. Et dès même c'est-à-dire cette annonce, vous voyez, nous avons commencé par nous mobiliser pour la réussite. Et c'était vraiment, toute la commune était vraiment comblée, tout le conseil communal était vraiment comblé. Lors de la tournée du président de la République, la liste des doléances n'était pas exhaustive. Le passage de notre équipe est donc l'occasion à ne pas rater pour se faire entendre. Je voudrais vraiment remercier votre chaîne ETélé pour l'opportunité qu'elle nous offre aujourd'hui de compléter cette liste de doléances-là.
Il y a la promotion des cadres de la commune de Sinandé. Ensuite, la prise en compte de Sinandé dans le projet de sédentarisation des éleveurs. C'est un projet gouvernemental qui est actuellement à sa phase pilote, mais notre commune n'est pas prise en compte dans ce projet. La construction d'une usine d'égrenage de coton à Sinandé. Dans le Borgou, nous sommes quand même la meilleure commune productrice de coton. Les différentes explications du chantre de la rupture ont éclairé la lanterne de certains leaders qui se feront désormais ses porte-paroles. Nous avons appris par sa propre voix l'amélioration de la santé économique et la gestion qui était mal faite, et on a enregistré par ici, par là, des éléphants blancs. Et il a expliqué le système par lequel ces éléphants blancs-là sont souvent nés. C'est tout ça là qui m'a trop enchanté. On a compris qu'il est en train de travailler. Parce qu'on ne savait pas. C'est dans les coulisses qu'on l'apprenait. Il est venu de lui-même, il a expliqué. Et ça nous a vraiment éclairé, ça nous a mis à l'aise. La commune de Sinandé, première force productrice de coton dans le Borgou, attend de connaître de grandes réalisations au cours du second mandat que les populations souhaitent de tout cœur à Patrice Talon. Autre chose dans cette édition, le ministre de l'Économie et des Finances a reçu des mains de l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne, un chèque de 30,5 milliards de francs CFA ce mercredi. Ceci dans le cadre de l'atténuation des conséquences du coronavirus. Je vous invite à suivre le compte rendu avec Stanislas Ateneyon et Semiati Soufou. 30 milliards 500 millions de francs CFA, c'est l'appui financier de l'Union européenne au Bénin. Ceci pour soutenir le gouvernement dans sa politique de gestion de la Covid-19. Cet appui vient compléter un premier soutien de 10 millions d'euros octroyé au Bénin en juin dernier. Ces fonds permettront d'appuyer les efforts du gouvernement du Bénin pour répondre aux conséquences sanitaires et socio-économiques de la Covid-19, notamment en faveur des personnes les plus vulnérables. L'ambassadrice chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin a félicité le gouvernement béninois pour la façon dont il a géré la crise sanitaire et l'invite à continuer davantage. Je suis heureuse de rappeler ici la réponse rapide que l'Union européenne a pu apporter à la demande formulée par le Bénin. Dès le début de la crise, à travers un soutien par deux voies. Premièrement, l'anticipation du déboursement d'une partie du fonds d'appui budgétaire prévu pour 2020, qui a permis de verser au budget de l'État du Bénin 6,3 milliards de francs CFA en juin 2020. Deuxièmement, des aménagements aux 3 programmes d'appui budgétaire mis en œuvre au Bénin dans les domaines des finances publiques, de l'agriculture et de la décentralisation et de la déconcentration. Je suis rassurée du fait que votre engagement pour la stabilité économique et le bien-être de la population béninoise se poursuivra avec la même force. Très touché par le geste, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, a témoigné la gratitude du gouvernement à l'Union européenne qui accompagne le Bénin. Il rassure la chef de la délégation de l'Union européenne de la bonne gestion des fonds. Je voudrais cette occasion pour vous féliciter personnellement et féliciter l'ensemble des membres de votre délégation ici à Cotonou pour cet élément-là. Parce que, vous savez, dès le début de la crise, l'Union européenne, avec la Banque mondiale, vous étiez les 2 grands partenaires qui ont montré une réactivité sans faille. Et votre absence nous avait manqué. Et les équipes ont été formidables. Et votre arrivée a complété donc, les efforts fournis par les équipes et on a senti vraiment un grand changement. Et ça, je tenais sincèrement à vous remercier pour ça. Je prends également l'engagement de poursuivre avec dynamisme et réactivité les relations que nous avons entretenues de longue date, mais qu'on vient de relancer encore davantage. Et de faire tout ce qu'il faut pour que les équipes de la mission, de la délégation, soient permanemment en contact avec nous et disposent de tous les éléments dont ils ont besoin pour le succès de leur mission. Le Bénin et l'Union européenne n'entendent pas rompre le partenariat vieux de longue date, mais plutôt de renforcer les acquis de la coopération, d'intensifier le dialogue et d'ouvrir les chantiers nouveaux d'intérêt mutuel dans le cadre de l'accord post-Cotonou. Cérémonie officielle de lancement de la phase de généralisation du volet assurance maladie du projet Arche. Ce mardi, Cotonou fait son entrée dans la liste des communes concernées avec l'assurance d'une prise en charge sanitaire gratuite pour les plus démunis. Reportage.
Derrière ce geste exceptionnel du gouvernement, d'une grande portée sociale, ils sont plus d'une centaine de mille à bénéficier du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Ils peuvent donc désormais accéder aux services sociaux de base de ce projet ambitieux. Au nom du maire Luc Setondi Atropo et de son conseil communal et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à la présente cérémonie de lancement officiel de la phase de généralisation du volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Le présent régime d'assurance maladie fait partie des engagements majeurs du gouvernement. Ce dernier, en initiant ce projet, vise à protéger et à soutenir tous les Béninois démunis qui ont besoin de la protection et du soutien de l'État. La mise en œuvre du volet assurance maladie du projet ARCH dans le littoral au Bénin nous donne grand espoir que ces situations déplorables seront désormais conjuguées au passé. Il est désormais plus évident que jamais de constater qu'inlassablement, le programme d'action du gouvernement se concrétise à travers de grands projets tangibles et des réformes salutaires au grand bonheur des populations qui à présent exhortent de plus en plus manifestement la cheville ouvrière, le chef d'orchestre, à ne plus s'arrêter en si excellent chemin. Le projet H reste un principal outil de mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale et offre un paquet de services, à savoir l'assurance maladie, la formation professionnelle continue, le crédit et l'assurance retraite. Le processus d'identification de ceux qui doivent être pris en charge gratuitement par l'État se déroule en 3 grandes étapes. Dans une première étape, l'identification communautaire est réalisée avec l'appui des CPS et des comités villageois d'identification. Dans une deuxième phase, une enquête de ciblage statistique, appelée PMT, est conduite par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Et dans la troisième phase, on procède à une validation communautaire des listes de tous les bénéficiaires retenus après le ciblage statistique. En procédant au lancement officiel de la phase de généralisation du volet assurance maladie de H, la ministre des Affaires sociales précise. À ce jour, 21 communes sont concernées par l'assurance maladie de H. Le processus est en cours actuellement pour le compte des 56 communes restantes et d'ici quelques mois, ce sont les populations pauvres de toutes les 77 communes du Bénin qui auront gratuitement accès à l'assurance maladie de H. Je donne l'assurance que les soins de santé dans le cadre du projet H respecteront les normes et standards de qualité du secteur. Ces soins vont soulager les peines de nos populations et réduire leur vulnérabilité au risque que constitue la maladie. D'ici quelques jours, en plus des 105 000 bénéficiaires de la phase pilote, ce sont environ 180 000 nouvelles personnes privilégiées qui recevront leur carte d'identité nationale biométrique pour bénéficier de l'assurance maladie gratuite de l'État pour une durée de 3 ans. Le Bénin abrite cette année les festivités de la Journée mondiale de la culture africaine. Ce sera le 24 janvier 2021. L'Association des acteurs culturels a animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont annoncé les couleurs des festivités. Compte rendu. La journée du 24 janvier célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. En tant que source riche du patrimoine mondial commun, la promotion de la culture africaine et afro-descendante est indispensable pour l'accroissement du continent et pour l'humanité en général. Et c'est pour cette raison que le Bénin s'emploie énormément dans le secteur culturel. La journée mondiale de la culture, d'où africaine. Donc cette journée est dédiée à l'Afrique tout entière. Si le Bénin aujourd'hui s'investit pour la journée mondiale
de la culture africaine, JMCA, c'est parce que le Bénin a eu le courage, par son Assemblée nationale, est allé signer la charte de la renaissance de la culture africaine. Ce n'est pas du hasard. Gilbert Deoumale, directeur général du Fonds des arts et de la culture, présent à cette conférence de presse, n'a pas manqué de rappeler les nombreux efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour la promotion de la culture au Bénin. Le président Patrice Talon, dans son PAG, a fait l'option de faire du tourisme et de la culture le deuxième lieu du développement après l'agriculture. Voilà qui nous oriente et qui nous met sur le chemin, trois chemins, pour donner une visibilité à notre identité culturelle. C'est pour cela que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts accompagne toujours tous les événements qui participent donc de la visibilité de notre culture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les festivités de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine dureront 3 jours. Au cours de ces festivités, plusieurs activités seront menées. Le vendredi 22 janvier, où les activités de la GMCA seront lancées, il y aura une première présentation par le roi de Comé sur la reconnaissance des communautés présentes à la JMCA. Samedi, il se tiendra à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères plusieurs communications, plusieurs conférences. Dimanche, c'est la grande journée du 24 janvier, donc elle se déroulera au Palais des Congrès et débutera par une cérémonie officielle de commémoration. La journée se terminera par un grand concert musical au Stade de l'Amitié de Cotonou. La particularité au cours de ces festivités sera l'élection de l'ambassadrice de la JMCA 2021, ambassadrice qui sera choisie parmi plusieurs candidates présentées par les universités de Cotonou. Il y a eu également une descente ce mardi du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomé, sur le chantier de construction de la voie Calavik-Bota-Wedo-Kokokodji, accompagné du maire de la commune d'Abomey-Calavi et du directeur du Centre national de sécurité routière. L'autorité ministérielle est allée constater non seulement l'évolution des travaux, mais aussi et surtout régler les questions de sécurité routière sur le chantier. Suivez. Rappeler à l'ordre les acteurs impliqués dans la conduite des travaux de la route Calavik-Bota-Wedo-Kokokodji concernant les cas d'accidents de circulation mortels enregistrés sur le chantier ces derniers jours. C'est le but de la séance de travail entre le ministre Hervé Réhomé et le directeur de la société Ebomaf en charge des travaux et ses collaborateurs. C'est le lieu pour le ministre des Infrastructures et des Transports d'annoncer les mesures immédiates prises pour pallier ce mal. Vérifier la qualité l'outil de travail, c'est-à-dire la qualité des véhicules. Deuxième mesure, nous allons vérifier la qualification de tous les conducteurs de véhicules, en particulier ceux qui sont conducteurs de poids lourds, pour voir l'authenticité des permis et voir l'adéquation entre la catégorie du permis de conduire et le véhicule que le conducteur utilise. Et vérifier si le détenteur de ce permis est vraiment son propriétaire. Ne seront désormais acceptés sur nos chantiers que des conducteurs de véhicules, pour les véhicules poids lourds, des conducteurs qui disposent de permis de conduire de poids lourds avec un minimum de 7 ans d'expérience. Si le permis de quelqu'un poids lourd n'a pas 7 ans d'expérience, nous ne l'acceptons plus sur nos chantiers. Et c'est une mesure qui sera généralisée sur tous nos chantiers. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a quant à lui présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées tout en exhortant les agents de la société Ebomaf au respect du code de la route. J'ai perdu du samedi 16 au lundi 18, 9 de mes administrés, 9 cas de décès suite à l'imprudence dont vous faites preuve.
Les familles sont en deuil. Je saisis l'occasion pour présenter d'abord mes condoléances au nom de la commune de Calavi aux différentes familles éplorées. Nous sommes là, c'est pour travailler, c'est pour le développement, c'est pour construire la route. Et construisons la route, faisons notre travail avec la conscience professionnelle qu'il faut. Le ministre Hervé Réhomé et sa délégation se sont ensuite rendus sur l'ast Akasato-Alada où les travaux d'urgence ont été entamés pour faire face à la recrudescence des cas d'accidents constatés sur ce TAS. Et ce, avant la construction proprement dite de cette voie comme prévu dans le PAG. Nous allons aménager en terre ce deuxième côté de la route et nous allons dévier le trafic des deux roues du sens nord vers le sud. Nous allons dévier ce trafic sur ce second côté qui sera aménagé en terre. Nous n'avons pas opté pour la solution de démolition du terre-plein central parce que les bordures du terre-plein central, notamment côté route revêtue, nous servent à maintenir la route en état, à garantir la durabilité de la route jusqu'au moment où nous serons prêts à réaliser le second côté. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi salue la promptitude du ministre Hervé Réhomé et s'engage avec son conseil communal à accompagner le ministère pour le bonheur des citoyens. Et il y a une rencontre ce mardi entre les responsables de la Société béninoise de l'énergie électrique et les responsables de l'Association des consommateurs. Objectif, adresser les vœux du nouvel an de la société aux partenaires et présenter les différentes réformes en cours. Célia Padono. Régi sous peu par le décret numéro 2020-328 du 24 juillet 2020 portant révision tarifaire, les responsables de la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, ont tenu à l'orée de cette nouvelle année à présenter aux responsables des associations de consommateurs la réforme majeure en cours au sein de la dite société. Il s'agit en effet du relèvement des tarifs qui s'appliquent de façon progressive, à savoir 5% en 2020, puis 10% en 2021. C'est dans le but de continuer à améliorer nos prestations au cours des prochaines années qu'il devient évident de comprendre la justesse de la conditionnalité des partenaires techniques et financiers et la nécessité pour la société de procéder à cet ajustement. Pour éviter aux consommateurs les effets cumulés de cette mesure et ceux de la crise sanitaire de la COVID-19, le gouvernement a pris sur lui de mettre en place une subvention globale de janvier 2020 à octobre 2020 et ensuite une subvention ciblée jusqu'en décembre 2021. Nous sommes à présent de plein pied dans la phase de subvention ciblée et les clients non concernés par cette mesure verront les nouvelles conditions tarifaires appliquées directement sur leurs factures de consommation. Au niveau de la tranche sociale, avant 2020, c'était 78 francs. En 2020, c'est toujours 78 francs. Et en 2021, ce sera 86 francs. Au niveau de la tranche 1 des clients domestiques basse tension, avant, c'était 109. Au niveau de 2020, c'est 114 francs. Au niveau de 2021, ça passe à 125 francs. Avec la subvention ciblée du gouvernement, le tarif au niveau de la tranche sociale est transparent. Et pour chaque client qui consomme moins de 20 kWh, est en prend en charge une subvention chaque fois que par rapport à la différence entre 78 francs et 86 francs. Les responsables des associations de consommateurs présents à cette cérémonie ont salué le travail abattu par le gouvernement et la SB2E pour offrir des services de qualité aux populations et entreprises. Nous travaillons en synergie au jour le jour, à telle enseigne que les nombreuses préoccupations que nous recevons des consommateurs d'électricité, dès que c'est relayé, soit inbox, à un directeur régional ou sur un de nos forats, dans les heures qui suivent, nous avons un début de solution.
Le directeur général de la SB2E, Jacques Paradis, et ses collaborateurs ont une fois encore réaffirmé à leurs hôtes leur volonté et engagement à mieux servir les abonnés. Nous aurons bientôt des centres clientèles qui vont être démultipliés. C'est-à-dire, nous n'aurons plus d'agences, nous aurons des centres clientèles. Des centres clientèles urbains et des centres clientèles ruraux. Et ça répond à la question de Yébessi, Tchaoro et tout ça. Donc nous allons démultiplier nos points d'approche clientèle afin d'être plus proches de nos clients. Responsables de la SBEE et associations de consommateurs sont sortis de cette séance d'échange satisfaits et plus que jamais prêts à travailler, main dans la main pour le bonheur des populations. On finit cette édition avec cette brève. Joe Biden, le 46e président des États-Unis, a prêté serment il y a quelques heures, âgé de 78 ans. Il vient ainsi de succéder à Donald Trump pour conduire la destinée de l'Amérique pour un mandat de 4 ans. Conscient des enjeux, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a invité le peuple américain à la solidarité, à l'unité et à la culture de la paix, afin que la démocratie conquise depuis des années soit renforcée. Nous sommes un grand peuple et cette journée reste une journée d'espoir pour l'Amérique, a-t-il confié. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, vous pourrez suivre la suite de l'émission spéciale justement consacrée à l'investiture de Joe Biden, juste après la rubrique Covid-19, info d'ici et d'ailleurs. N'oubliez pas nos différentes plateformes digitales. Le site internet, c'est bien le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook. Vous y avez accès tout simplement avec Etelebene. Bonne soirée en notre compagnie.